Bonjour tout le monde. Donc je vais vous présenter un PowerPoint sur les besoins en formation pour les paramédicaux, notamment les nouveaux jeunes qui arrivent, sur lesquels on va essayer de les aider, de les accompagner sur le développement des compétences en psy. Alors en fait, l'idée nous est venue, alors il y a 3-4 ans de ça, sur le CH Sainte-Marie de Nice, on a dit tiens, les infirmiers psy depuis 92, le diplôme n'existe plus. On s'est dit comment on va pouvoir accompagner les nouveaux paramédicaux qui arrivent, notamment les jeunes qui sont tous pleins de bonne volonté. Nous on dit communément, finalement ce sont de bons techniciens, mais la caisse à outils est un peu vide. Donc on va essayer de vous donner quelques outils pour finalement travailler mieux et surtout vous faire plaisir dans le travail que vous faites, parce que je trouve que franchement, travailler en psy, c'est un grand bonheur. Ça fait 40 ans que j'y suis, à l'hôpital Sainte-Marie, je suis infirmier psy au départ, et franchement, je n'ai toujours pas fait le tour. Alors, on a mis en place ce qu'on appelle les infirmiers experts cliniques, dans un premier temps. On a mis d'abord 4 personnes, puis après 3, puisqu'un est parti faire IPA. Et en fait, c'est notamment un qui est infirmier psy, 2 autres qui ont tourné dans pas mal d'unités, et qui sont reconnus pour avoir des compétences particulières, et vraiment se réaliser dans le métier qu'ils font. Sauf que, à partir de là, alors ils sont appelés constamment dans les différents moments, mais on s'est dit c'est pas suffisant. Il va falloir compléter ça avec de la formation. Mais on s'est dit la formation, quelquefois, c'est un peu lourd, c'est un peu pesant. Et on s'est dit peut-être que les nouvelles technologies, notamment la réalité virtuelle avec le casque, avec les animations, pour les jeunes, ça parle beaucoup. On s'est dit on va essayer de mettre ça en place. Donc, alors j'appuie sur un bouton, est-ce que c'est celui-là? Voilà, très bien. Donc, effectivement, ce que je disais que l'infirmier de secteur psychiatrique depuis 92, ça fait une trentaine d'années maintenant, n'existe plus. On en avait pas mal, et petit à petit, ils partent à la retraite, etc., etc. Et on se retrouve à en avoir de moins en moins. Et ce passage de relais manque, et on le sent qu'il y a un réel manque. Et la formation, effectivement, très intéressante dans les IFSI, mais elle est de plus en plus généraliste, sans prendre en compte vraiment des besoins en compétences en psy. Alors, de nombreux départs à la retraite, c'est ce que je disais, et on s'aperçoit que quand même les quelques infirmiers psy qui restent, sauf exception, souvent sont sur l'ambulatoire, où il y a un réel besoin aussi pour aller au domicile des gens, etc., d'avoir cette connaissance. Et c'est vrai que dans le milieu hospitalier à l'hôpital, on se retrouve à avoir de moins en moins d'infirmiers psy. Alors, l'idée, c'est de renforcer les apports théoriques des soignants, bien évidemment, travailler la posture de soignant afin de mieux accompagner nos usagers, ce qui est important, et surtout le besoin de formation spécifique. Alors, notre réponse, ça a été la psy en réalité virtuelle, et nous avons été accompagnés dans ce dispositif avec l'accord de notre direction, avec Santé Format Pro. Parce qu'effectivement, nous, on avait la connaissance de ce qu'on avait besoin, mais tout ce qui est la technicité, la mise en place des scénarios, etc., c'est un gros boulot, et ça, il fallait vraiment qu'on ait de vrais professionnels là-dessus. Alors, la Haute Autorité de Santé, déjà depuis 2010, travaille à promouvoir la simulation en santé. Déjà dans les IFSI, la simulation en santé a fait preuve de son efficacité par l'acquisition des compétences experts. Alors, la réalité virtuelle. Donc, c'est un outil innovant, attractif, notamment pour les jeunes générations. Effectivement, pour moi, au départ, c'était une réelle découverte. Maintenant, je m'y suis fait. Souvent visé par les néophytes en psychiatrie. Et la réalité virtuelle, elle propose vraiment une immersion. Quand vous avez le casque et que vous avez les manettes, vous êtes vraiment, vous, acteur dans ce jeu. Alors, une immersion d'autant plus qualitative qu'elle est réaliste, d'autant plus ludique qu'elle bénéficie de dernières technologies développées. Alors, on a, dans notre établissement, voulu créer 5 scénarios. Alors, les scénarios, c'est important qu'on puisse en parler. En fait, ce sont des gens de terrain. Par exemple, le premier scénario sur la psychogériatrie, le trouble du comportement en psychogériatrie, ce sont des soignants, infirmiers, aides-soignants, qui sont venus nous dire un peu leur réalité du quotidien, comment on peut créer avec eux le scénario. Et en fait, c'est eux qui ont écrit en gros le chemin du scénario. Et on a été aidé par Santé Format Pro pour le mettre en action et faire le petit film. Et ils se sont déplacés aussi dans les unités pour filmer les locaux réellement, pour que les gens se retrouvent vraiment dans leur quotidien.
Donc on a, nous, décidé de faire 5 scénarios, un sur le service de psychogériatrie, troubles du comportement, un deuxième sur les unités fermées avec ce qu'on appelle la négociation thérapeutique, un troisième sur la visite à domicile, qui, en fait, ce que l'on ne voulait pas surtout, c'est que ces différents scénarios soient tous axés sur la dangerosité, la violence. Je crois que la psychiatrie est assez stigmatisée là-dessus. Donc l'idée pour que les gens se réalisent, faire plaisir dans ce travail, c'est que finalement, on puisse parler d'autre chose que la violence en psychiatrie. Donc le troisième, c'est la visite à domicile, et suite à un signalement, comment on arrive à créer le lien avec une personne qu'on rencontre pour la première fois. Un quatrième scénario, c'est le service d'accueil dans les différentes unités, et nous, ça s'appelle le centre d'accueil et d'admission, le C2A. Et en fait, c'est comment être bienveillant, bien recevoir la personne, et on sait que l'alliance de départ, finalement, c'est 60% de la réussite pour la suite. Et le dernier, ce scénario qu'on a voulu faire, c'est comment travailler avec des usagers atteints du trouble du spectre autistique, où c'est pas forcément simple, et souvent la communication est difficile, donc c'est comment faire avec, et autrement que par la communication verbale. Alors, il y a différentes étapes que l'on va... Alors, il y a 2 grandes étapes. En fait, le petit film, si c'est que le petit film, ça a peu d'intérêt. On voit le petit film, on dit, bon, ben voilà, une fois qu'on a vu ça, on ne va pas plus loin. L'intérêt, c'est l'immersion. C'est vraiment, à des moments donnés, il y a des questions qui sont posées dans l'immersion, et c'est vous qui choisissez bonne ou mauvaise réponse en fonction de vos hypothèses. L'intérêt de tout ça, c'est que le formateur, c'est-à-dire nos infirmiers experts sont les formateurs, ont un écran de contrôle à côté, et ils voient à quel moment ça pose un peu problème, à quel moment vous hésitez, à quel moment la solution que vous avez prise, franchement, elle n'est pas très opportune à ce moment-là. Tout ça pour aider après pour le débriefing et pour évaluer et améliorer nos pratiques professionnelles. Donc, c'est les modules de simulation. Il y a quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est que l'apprenant ainsi que le formateur, il y a une relation de convivialité, de confiance et surtout de confidentialité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger les gens, mais surtout pour les accompagner et les aider et leur donner les meilleures pistes pour qu'ils se réalisent dans leur travail et surtout qu'ils accompagnent le mieux possible les usagers, les patients que nous avons en charge. Donc, effectivement, ce qu'on disait, c'était vraiment plonger en immersion dans ces scénarios de réalité virtuelle, exposer la pratique professionnelle du soignant, exposer les conséquences potentielles des actes et des choix du soignant, pour les reprendre après, et pour vraiment en reparler après, mais d'une manière tranquille, et vraiment avec des propositions que l'on peut faire. Je ne sais pas si vous avez pu essayer l'atelier de réalité virtuelle, mais vraiment, c'est très très intéressant. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est accompagner l'utilisateur grâce au retour d'écran qui est essentiel. Et effectivement, hier, nous avons eu l'occasion de rencontrer sur Clermont-Ferrand le directeur des soins avec leur encadrement, et on a pu échanger longuement sur cette formation. On ne peut pas la couper en 2 ou en 3. En fait, il faut qu'elle soit complète. C'est-à-dire qu'il faut que l'on parle des scénarios qui sont réalistes dans la prise en charge et dans les unités que nous avons dans l'établissement, mais aussi l'écran sur le côté pour le formateur qui permet le débriefing. L'un sans l'autre, ça n'a pas tellement de sens. Alors l'idée, c'est échanger, partager des impressions et ressentis post-simulation du soignant. C'est-à-dire qu'après, sachant que le petit film peut durer un quart d'heure, et le débriefing, en fait, nous on se dit 1h30, 2 heures. Quelquefois, des gens reviennent le lendemain pour reparler du débriefing. C'est vraiment des choses qui impactent vraiment nos pratiques professionnelles. Donc c'est là, on dit, c'est permettre à l'apprenant d'exprimer ses divers ressentis post-simulation, dont certains peuvent gêner ou au contraire étayer le temps d'analyse qui suit. Le débriefing, c'est ce que je disais, c'est vraiment la grosse partie. En fait, c'est ce qui nous permet à chacun, et c'est un peu individuel, de valider ou pas nos pratiques professionnelles et de se sentir mieux dans le métier que l'on fait.
Alors là, on va passer aux différents scénarios. Le premier, ce qu'on disait, c'était nos services de psychogériatrie, c'est comment travailler sur les troubles du comportement du sujet âgé. Alors, ce qui est important aussi, c'est que il y a quelques années de ça, nous avions... En fait, dans la formation, souvent on dit, il y a les apports théoriques, mais en fait, la psychiatrie, on aime bien dire, c'est que ça se lit dans les livres, mais ça se vit sur le terrain. Et sur le terrain, ce qu'il y avait il y a quelques années, les anciens nous apprenaient de l'observation d'un patient, les éléments sentinelles de tel patient. Voilà, là, quand il fait comme ça, c'est que vraiment il est submergé par l'angoisse et l'émotion. Donc là, il faut aller vers, vraiment, pour essayer de voir un peu ce qui se passe, etc. Et c'est ce dont on a besoin de retravailler maintenant pour que les gens se sentent vraiment en toute confiance dans leur travail et dans leur prise en charge. Donc, pour le premier scénario, c'est identifier les signes d'agressivité, connaître bien l'anamnèse de la personne, la prise en charge médicamenteuse du patient en psychiatrie, ça c'est très important dans le débriefing, ce sur quoi on va parler, et surtout identifier les potentielles causes somatiques dans le comportement d'agitation des patients en psychogériatrie. C'est utiliser la communication verbale et non verbale avec le patient, collaborer en équipe. Alors ça, c'est très très intéressant et très important, on le verra après aussi pour les unités fermées. C'est-à-dire que l'important, c'est quand un patient ou un sujet il est submergé par l'émotion, par l'angoisse, etc., vraiment, il faut que l'équipe est très importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on le prenne pour soi. Souvent, quand les patients sont hospitalisés en soins sous contrainte, ils sont en colère, ils sont pas très contents, donc ils s'en prennent au premier soignant qui arrive, mais en fait il ne faut pas qu'on le prenne pour nous. L'essentiel, c'est que le travail d'équipe permet aussi de diluer et finalement d'abaisser cette contestation et cette opposition et ce qu'on appelle aussi la désescalade. Bon, et discriminer les postures soignantes adaptées. Alors, le deuxième scénario que nous avons fait, c'est l'unité fermée en psychiatrie, ce que je disais, la négociation thérapeutique. C'est identifier les postures soignantes adaptées, c'est le phénomène de diffusion des tensions, c'est diminuer les tensions bien évidemment, et collaborer en équipe, ce qui est vraiment essentiel. C'est une grande chance de collaborer en équipe, et le travail d'équipe est essentiel dans notre métier. L'extra-hospitalier. Alors, l'intérêt aussi de ces scénarios aussi, c'est de... En fait, on a des situations qui sont un peu transversales dans toutes les unités. Et l'intérêt, on s'est rendu compte aussi, c'est que finalement, entre l'intra et l'extra, le fait de travailler ces scénarios avec des gens de dedans ou de dehors, ça permet de comprendre notre complémentarité de la prise en charge aussi. Parce que quelquefois, et ça arrive tout le temps, oui, dehors c'est la belle vie, sauf que dehors on dit dedans ils font qu'attacher. En fait, l'idée de travailler tous ensemble ces scénarios, c'est que finalement, tout le monde comprend un peu mieux la complémentarité de notre prise en charge. Donc, pareil, sur l'extra-hospitalier, pour créer ce lien de confiance avec la personne qu'on va visiter, c'est adapter sa posture relationnelle, engager l'alliance thérapeutique qui est essentielle, identifier dans l'environnement de la personne les éléments dangereux, en même temps faire une évaluation du risque du repérage de la crise suicidaire, c'est investiguer autour de la personne les différentes objets de dangerosité, bien ce que je viens de dire, et analyser le discours du patient. Et voir dans le discours du patient ce sur quoi on peut l'accrocher et ce sur quoi on arrive à un moment donné être en lien, ce qui est essentiel. Ensuite, nous avons travaillé comme quatrième scénario, lors d'une admission, le lien thérapeutique. C'est pareil, c'est adapter sa technique relationnelle. On voit que finalement, dans les grandes lignes, on a des actions qui sont vraiment transversales. Engager l'alliance thérapeutique, adapter sa posture relationnelle, et aussi ce qui est important pour les nouveaux, c'est vraiment connaître et leur expliquer les démarches nécessaires aux différents modes d'hospitalisation en psychiatrie, et les droits aussi des patients, et ça je trouve que c'est essentiel quand même. Et le dernier scénario que l'on a pu travailler,
qui n'est pas simple. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler 5 ans à ce qu'on appelait la clinique des autistes. Et franchement, c'est faire avec. Parce que quelquefois, la parole est compliquée aux personnes, aux patients qui sont atteints du spectre autistique. Et donc, faire avec, et on voit qu'on a un réel engagement avec, adapter sa technique relationnelle, quand on sait que la communication est des fois un peu en difficulté, travailler sur les idées reçues. Effectivement, quelquefois on se dit, bon, de toute manière c'est perdu, ils sont comme ça. Non, c'est pas vrai du tout. Il y a moyen de faire avec, et il y a moyen de trouver un lien sur lequel on arrive à progresser les uns et les autres. Je peux dire qu'on les a menés quelquefois en séjour de ski, etc. Et franchement, c'est les meilleurs souvenirs, je crois, de mes 40 ans de travail en psychiatrie. Repérer les éléments sentinelles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'observation. L'observation, je crois que c'est vraiment l'essentiel de notre métier. Alors ça ne s'écrit pas dans les livres, mais ça se voit sur le terrain. Ça. Et adapter sa posture relationnelle. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est plus moi. Merci, Monsieur Gassot, pour votre présentation. Gossa. C'est pas grave. Gossa, pardon, excusez-moi. Monsieur Gossa. C'est pas grave. Pour votre présentation, où la technologie est au service du soin. Alors, on a tous connu, lors des formations en présentiel, les jeux de rôle. Hein, avec ces quelques secondes de stress quand le formateur demande s'il y a des volontaires. Et les formateurs régulièrement nous disent qu'ils constatent qu'il y a parfois un manque d'engagement de la part des apprenants. Est-ce que c'est dû à l'exercice factice, en tout cas? Et j'ai l'impression que, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas, que la réalité virtuelle permet peut-être d'avoir un impact plus fort sur les émotions et le stress, en tout cas, pour pouvoir travailler sur ces notions avec les apprenants. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, d'autant plus que dans cette immersion avec le casque, c'est eux qui font le choix de ce qu'ils vont faire dans la prise en charge. C'est-à-dire que c'est eux qui décident sur une situation ce qu'ils peuvent faire ou pas, et en fait ils sont maîtres d'œuvre là-dedans. Et ça c'est très très intéressant, et surtout c'est des actions de leur quotidien qu'ils ont vécues dans leur quotidien. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est un peu en dehors de la réalité, non, c'est vraiment ce qu'ils font puisque c'est eux qui ont créé les scénarios. Donc ça c'est très très intéressant, et surtout le débriefing, je trouve qu'après le débriefing, c'est vraiment, on remplit les gens d'une aide vraiment importante. Juste, combien avez-vous formé de soignants et quelles ont été les répercussions de cette formation? Alors là, on a formé à peu près 120 personnes. Voilà. Alors, pareil, l'impact, ce qui est important quand même de dire aussi, c'est qu'on a des gens, par exemple, c'est quelque chose qui m'a étonné, des gens du service de nuit qui nous ont téléphoné en nous disant « Ah ben on voudrait venir pour être formés ». Donc ils se déplacent la journée sans rien demander de plus pour venir être formés. Et je trouve ça c'est vraiment très très intéressant. La dynamique, et ça se dit d'un à l'autre, la dynamique se dit. Ça c'est très intéressant. Alors, l'impact, je pense que, alors après c'est peut-être pas que ça, mais on tient des statistiques sur l'équipe soignante de première intervention, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle communément l'équipe d'intervention. Et on s'est aperçu que depuis 2 ans à peu près, on a moins d'interventions, ça diminue. Donc, est-ce que c'est ça? Nous, on aime bien dire que c'est ça, parce que du coup, ça nous valorise un peu. Mais en même temps, je pense qu'il y a un impact quand même, où les gens se sentent un peu mieux. Je pense que le travail des infirmiers experts, cette formation qui complémente, aide vraiment à ce que les gens se sentent plus à l'aise dans leur métier. Et en même temps, ce que l'on peut dire aussi, c'est que là, ça fait, je crois qu'un peu plus d'1 an, où on a diminué de moitié pratiquement les chambres d'isolement à l'hôpital. Et franchement, au début, tout le monde disait « Oh là là, si on diminue les chambres d'isolement, on ne va plus y arriver, etc. etc. » Sauf qu'on y arrive tout autant. Et finalement, on se rend compte, pour travailler aussi au C2A, que souvent, les chambres d'isolement sont libres, et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, même l'USIP, on a diminué le nombre de lits à l'USIP,
Et franchement, je trouve qu'on est plus dans le lien et dans le travail de... Moi j'ai connu la psychiatrie, on n'avait pas de chambre d'isolement. Hein, donc voilà. Merci. Bon, je vous laisse. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Ah. Oui, un immense merci, parce que c'est super, et au fond, ça illustre, et par rapport à l'intervention précédente, au fond, ces outils, comme le dirait Axel Kahn, ne sont que ce qu'on en fait. Oui. Pour le télésuivi, je préfère dire télésuivi, c'est évidemment un outil de densification du suivi, c'est d'une évidence absolue. Il y a des règles de bonne pratique à suivre, et là, ce que vous montrez, c'est tout à fait exemplaire. Il y a aussi, enfin moi j'y connais rien, mais les personnes qui font des psychothérapies avec la réalité virtuelle disent qu'il y a aujourd'hui sur le marché des outils qui sont de très mauvais outils, ce qui me fait penser que ces outils doivent entrer dans la liste des dispositifs médicaux et être accrédités, labellisés comme les autres dispositifs médicaux. Moi j'ai une question à vous poser. Il y a aujourd'hui la question très aiguë de la formation des secouristes psychiques, des premiers secours, et l'association, et je pense que c'est une très très bonne chose, là aussi, est montée dans le train d'emblée et a entrepris de former donc des personnes à ce travail de secouriste. Est-ce que vous pensez que vous seriez en mesure de construire un outil qui aide à la formation de ces personnes non professionnelles de santé qui ont vocation à devenir secouristes psychiques? Je suis clair dans ma question? Oui, j'ai compris, oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est vraiment c'est une bonne idée, d'autant plus. Mais après, c'est en fait pour construire ces scénarios, en fait, on a besoin des gens, de ce dont ils ont besoin et comment on peut les aider là-dessus. C'est-à-dire que en fait, c'est eux qui au départ, quelle est leur demande et de quoi ils ont besoin pour qu'on les aide. C'est ça. Et en fait, là, on construit après avec eux le scénario. Et en fait, c'est pour leur donner les perspectives, les meilleures possibilités de leur pratique après dans le suivi. Mais je pense que c'est une bonne idée, oui, effectivement. Vous ne répondez pas à ma question? Non. Je fais au mieux. Est-ce que vous seriez prêt à le faire? Mais pourquoi pas, mais il faut essayer, quoi. Hein. Franchement, je ne peux pas dire oui d'emblée comme ça, mais pourquoi pas, pourquoi pas. C'est déjà pas mal. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gossin. Merci.